Ce soir, nous sommes honorés et enchantés d'avoir Daniel Dayan, un grand sociologue avec nous, et Paul Zawadzki, une grande personnalité aussi, philosophe. Je suis assez fier d'ailleurs d'être son collègue ici à GCRL. Sera-t-on discutant. Donc ce soir, c'est l'antisémitisme dans les médias, le sujet. Je suis sûr que vous avez suivi ça déjà, peut-être lu ou vu à la télé, qu'il y a souvent des stéréotypes, soit qui sont directement antisémites ou qui véhiculent des images qui sont facilement interprétées d'une façon antisémite. Donc c'est plus ou moins ouvert, ça dépend des médias. À la télévision, c'est souvent moins ouvert, mais quand même, on a des experts ici. Vous connaissez tous, je suis assez sûr, l'affaire Al-Doura, où des stéréotypes, des vieux stéréotypes antisémites sont diffusés, notamment l'image les Juifs tuent les enfants. On peut très facilement interpréter ça, des images ainsi. Souvent, c'est la discussion, est-ce que c'est vraiment clairement antisémite, ou est-ce que quelqu'un qui a déjà des pensées antisémites peut l'interpréter très facilement d'une façon antisémite. Bon, mais je ne veux pas parler de contenu de ce soir. Paul Zawadzki, philosophe, et il enseigne la science sociale et la philosophie politique. Il va introduire Daniel Dayan. Il a récemment organisé un grand colloque il y a une semaine, Rire et religion, qui était fascinant. Il a écrit sous sa direction L'homme démocratique, perspective de recherche, qui est apparu il y a 3 mois, je crois. Donc il va nous introduire aux travaux de Daniel Dayan, et après on va avoir assez de temps, j'espère, d'avoir une discussion profonde sur l'antisémitisme immédiat. Écoutez, d'abord soyez les bienvenus. On a au moins 3 bonnes raisons de nous réjouir. La première, c'est que Daniel Dayan est là et que nous aurons la chance de l'écouter. La deuxième raison, c'est que les questions dont il va nous parler, antisémitisme et médias, sont incontestablement des questions cruciales dans l'actualité, absolument cruciales pour le travail de réflexion sur l'antisémitisme que nous menons dans ce séminaire. Et puis la troisième raison de nous réjouir, c'est que je serai vraiment très bref. Il me semble que pour des raisons très profondes, des raisons structurelles, on n'a jamais eu autant besoin des médias pour appréhender le monde, à la fois de plus en plus large et de plus en plus complexe dans lequel nous vivons. Et pour les mêmes raisons, par conséquent, on n'a jamais eu autant besoin d'une véritable réflexion critique. Alors, je continue, je dirais simplement qu'on a effectivement un besoin urgent d'une réflexion critique sur les médias. C'est-à-dire qu'au moment précisément où, qu'on le veuille ou non, notre perception a priori, en quelque sorte, du monde passe, encore une fois, qu'on le veuille ou non, par les médias, eh bien, cette réflexion critique nous manque cruellement, ou nous manque de plus en plus. Alors, du coup, le travail d'anthropologue des médias, ou d'anthropologie des médias auquel se livre Daniel, est vraiment particulièrement précieux. Les spécialistes des médias sont très nombreux, comme vous le savez, très nombreux, qui collent à leur objet, qui nous donnent des descriptions détaillées, extraordinairement précises, mais qui ne sont pas toujours indispensables pour comprendre précisément la manière dont les médias mettent en sens et en forme le monde. Et je crois que si les spécialistes des médias sont nombreux, les anthropologues
des médias sont rares. Et je pense que c'est précisément ce qui rend le travail ou la recherche ou la réflexion de Daniel très importante pour nous. Il nous permet de comprendre de quelle façon les médias choisissent dans l'infini du réel, de quelle façon ils mettent en forme et en sens ce réel, par quelle sorte d'argumentation ils passent, par quelle stratégie rhétorique ils passent également. Alors j'ai dit anthropologie ou anthropologue des médias. En réalité, la réflexion de Daniel Dayan marche sur plusieurs pieds ou à plusieurs points d'appui. L'anthropologie, bien sûr, mais aussi la littérature comparée, la sociologie, mais aussi, par exemple, la rhétorique. Alors, en deux mots, j'allais dire, on n'a pas besoin de présenter Daniel Dayan, je vais le faire vraiment comme ça très brièvement. Daniel est directeur de recherche au CNRS, il est membre de l'Institut Marcel Mauss. Il a enseigné aux 4 coins du monde, parmi lesquels coins Stanford, Oslo, Genève, Tel Aviv et beaucoup d'autres encore. Je ne vais pas du tout faire la liste des publications de Daniel parce qu'il y a à peu près 150 articles, c'est pas possible que je les cite tous. Parmi les différents ouvrages, il y en a 2 que je retiendrai. Le premier parce que c'est devenu un classique qu'on fait lire aux étudiants depuis très longtemps, qui est introuvable, je crois qu'il est épuisé. La télévision cérémonielle, anthropologie et histoire. C'est paru aux presses universitaires de France en 1996, et il y en a un plus récent que tu as dirigé qui s'appelle La terreur spectacle, terrorisme et télévision, qui a été publié en 2006 chez Debec. Debouc. Voilà. Ça se prononce Debouc. Alors, j'en dirai pas plus. À toi la parole. Merci beaucoup. Je te reprends cet instrument précieux. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux que Paul ait accepté d'être mon répondant et j'ai peur. J'ai peur parce que le sujet est tellement énorme que je me retrouve, surtout que je suis un spécialiste des méthodes qualitatives, en train de vouloir recueillir un océan avec une petite cuillère. Et j'ai deuxièmement peur parce que l'idée de faire cette présentation m'a amené à plonger dans cet océan et j'ai vu toutes sortes de choses qui me paraissaient impressionnantes à distance, mais qui me paraissent horriblement impressionnantes lorsqu'on les voit de plus près. Je vais commencer par vous expliquer mon titre. Chacun se souvient de certains arguments consacrés. Comment un juif pourrait-il être taxé d'antisémitisme ? Comment un auteur d'origine arabe, donc sémite, pourrait-il être taxé d'antisémitisme? Comment un juif orthodoxe pourrait-il être taxé d'antisémitisme? Ces arguments se sont usés, d'autres les ont remplacés. Ce texte s'intéresse à une nouvelle batterie d'arguments, et je crois qu'essentiellement mon titre est inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et mon titre serait le suivant: s'il te plaît, dessine-moi un antisémitisme. Mais si tu me dessines un antisémitisme, je voudrais que tu le dessines sans antisémite. Okay ? Et le sujet de ma présentation, c'est les nouvelles formes d'antisémitisme où l'antisémitisme se produit en quelque sorte tout seul. C'est de l'antisémitisme sans les mains, c'est un antisémitisme sans acteur, et c'est un antisémitisme qui est tout à fait vigoureux, mais qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas d'acteur, qui n'a pas de propagateur. Et donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que cet antisémitisme miraculeux arrive-t-il au monde? Okay ? C'est peut-être mon point de départ. Je commence donc par mon effroi méthodologique, mais effroi également personnel, et je pense au contexte intellectuel, qui est le contexte intellectuel de la recherche sur les médias. Je pense que non seulement je diffère de mes collègues parce que peut-être que je pose des questions qu'ils ne posent pas, mais peut-être aussi que je diffère d'entre eux parce que pour beaucoup d'entre eux, la modernité est un ennemi qu'il faut détruire. Et je pense que je ne partage pas du tout cette analyse de la modernité. La modernité, c'est l'Occident, mais la modernité, c'est aussi les Lumières, et c'est aussi la matrice de ce qu'on a appelé la gauche.
Et donc, il me semble que la perfectibilité de la démocratie peut se traduire soit par une amélioration, soit par un rejet. Il y a des gens qui choisissent le rejet, je ne suis absolument pas de leur côté. Donc, faut-il rejeter la modernité ou estimer, comme Habermas, qu'elle est un projet inaccompli? Donc, je pense que lorsqu'on choisit le rejet, on se livre à un jeu très dangereux, et un jeu que Goya, le peintre, a merveilleusement décrit lorsqu'il écrivait, en frontispice de l'un de ses tableaux, « Le sommeil de la raison engendre les monstres ». Est-ce qu'il y a un lien avec l'antisémitisme? Je fais ma déclaration de foi et vous pouvez vous demander pourquoi, d'où ça sort. Il me semble que le relativisme facilite la montée de l'antisémitisme par le dynamitage des catégories cognitives qui permettent la résistance devant les impostures. Et le problème est de savoir comment penser, et le problème est d'avoir le courage de penser, et d'avoir le courage de penser par soi-même. Et la question qui me préoccupe, c'est que se passe-t-il quand des maîtres à penser vous expliquent que ce qui vous semble logique, ce qui vous semble cohérent, est tout à fait, n'a rien ni de logique ni de cohérent. Je crois que je suis quelqu'un qui suis extrêmement critique du journalisme. Je pense que beaucoup de journalistes me considèrent comme un emmerdeur. Ceci dit, je pense que des journaux existent depuis plusieurs siècles. Des notions de factualité et d'objectivité leur ont été associées pendant un seul siècle, peut-être un siècle et demi. Le reste du temps, le rôle des journaux et le rôle des médias vis-à-vis de l'antisémitisme a consisté à l'inventer et à le propager. Pendant un siècle, il y a eu des réticences. Pendant un siècle, on s'est posé la question de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est objectif? Et est-ce que c'est important que ce soit vrai ou objectif? Et il me semble que c'est très important de ramener la question à cette importance. On ne peut pas accepter un relativisme absolu. Le siècle où l'objectivité avait droit de citer est en train de se conclure. Et je pense que ce qu'on reproche le plus souvent au journalisme, parmi ceux de mes collègues qui sont plus, disons, sophistiqués que d'autres, c'est l'objectivité, précisément. La quête d'une factualité ne serait rien d'autre qu'une manifestation performative d'autorité. Et donc, si autorité il y a, il faut combattre l'autorité. L'objectivité est alors un rituel de déguisement des intérêts, et les médias feraient partie de ces institutions productrices de factualité, institutions utiles, renvoyant à des régimes de vérité prétendument utiles. Je pense personnellement que la notion d'objectivité représente un idéal. Comme tout idéal, c'est un idéal qui est mal formulé. On aspire à quelque chose qu'on exprime dans un vocabulaire, et ce vocabulaire prend les accents scientistes du moment où la formulation se fait. Mais ça n'est pas parce que cette formulation a un petit côté scientiste qu'il faut complètement la discréditer. Il me semble qu'il y a là une aspiration qui est une aspiration raisonnable et qui est une aspiration légitime. Je ne suis pas d'accord avec le vocabulaire, mais je suis parfaitement d'accord avec l'aspiration. Quel est alors le rôle des médias? Il me semble que le rôle des médias vise à constituer un monde commun, et donc un monde à propos duquel un débat soit possible. Le rôle des médias est un rôle de monstration publique, c'est un rôle de désignation et de description d'événements, de situations et d'actions permettant la discussion commune, le débat autour de cette table qu'avait imaginé Hannah Arendt. Hannah Arendt décrit l'espace public comme une table sur laquelle un certain nombre d'objets sont posés. Ces objets sont les mêmes pour tous, mais nous ne les voyons pas de la même façon. Mais il est très important qu'il y ait une table, que les objets soient sur cette table et que nous puissions commencer à discuter et à débattre et à être en désaccord sur la nature des objets. Mais il y a quelque chose sur quoi nous pouvons être en désaccord. Il faut alors s'assurer que les objets nécessaires au débat sont bien là sur la table. Il faut s'assurer que les objets sur la table n'ont pas été fabriqués de toutes pièces, qu'ils ont existé avant d'être montrés. Il faut s'assurer que l'interprétation qui les présente
ne les rend pas méconnaissables au point de rendre le débat à leurs propos absurde. Enfin, pour prendre l'exemple que donne Hannah Arendt, il est très important de rappeler, lorsqu'on veut débattre de la Première Guerre mondiale, que c'est l'Allemagne qui envahit la Belgique et pas le contraire. Et qu'il existe des choses que l'on peut décrire comme des vérités factuelles. Et donc, j'ai fait dans cette petite introduction un petit dérapage, ou un petit parcours qui me mène depuis la notion d'objectivité jusqu'à une notion beaucoup plus importante, mais que la plupart des gens comme moi sont trop timides pour aborder. Ce n'est pas la question de l'objectivité qui relève d'une sorte de... comme ça, qui a un petit côté méthodologiste, scientiste, facile à usage, non intimidant. C'est une autre notion, beaucoup plus importante. C'est la notion de vérité. Je pense qu'il faut poser la question de vérité, mais comme la vérité est infinie, la question est celle de la vérité pertinente. L'un de mes maîtres, qui s'appelait Erving Goffman, posait toujours la question suivante. Il arrivait quelque part, il voyait que quelque chose se passait, il se trouvait dans la situation du témoin possible. Et il demandait « What's going on here ?» Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ce qui se passe? Et il est évident qu'à la réponse, qu'à la question « What's going on here ?» on ne peut jamais donner une réponse exhaustive. On peut décrire à l'infini ce qui se passe ici, et c'est le programme que se donne, par exemple, l'ethnométhodologie. Okay. Donc la question, c'est de savoir que la réponse sera finie à une question qui est une question infinie. La question de la vérité, pour moi, se pose à un niveau modeste. Je ne prétends pas proposer un discours platonicien. Je ne prétends pas être capable de décrire une quelconque vérité absolue. Par contre, je suis certain de vouloir décrire la vérité au niveau polémique, qui est celui où, en général, on parle de la vérité. La plupart des gens qui parlent de vérité ne parlent de vérité que pour opposer une contradiction. Et il me semble que cette dimension de contradiction, cette dimension de polémique, cette dimension de débat est essentielle. Il s'agit d'avoir accès à assez de vérité pour qu'il n'y ait pas mensonge. Il faut que la performance monstrative permette une discussion, et il faut qu'un témoignage, si partiel qu'il soit, et ils sont toujours partiels, si partiel qu'il soit, il faut qu'un témoignage ne soit pas un faux témoignage. Ok, j'ai commencé par cette introduction parce qu'il me semble qu'il est important de me démarquer d'un certain nombre de discours qui sont des discours dominants, en tout cas, dans certains aspects de ma discipline. Je pense qu'il est important de rappeler l'importance de ce que Hannah Arendt appelait les vérités factuelles par rapport aux vérités philosophiques, aux vérités interprétatives. Alors, ma première partie va consister à dire un certain nombre d'éléments qui renvoient à l'histoire des médias. Premièrement, ce que nous appelons aujourd'hui journalisme, avec des journaux de référence, et la notion même de journaux de référence, The Guardian, Haaretz, La Repubblica, New York Times, il y en a un certain nombre à travers le monde, n'est que l'un des nombreux avatars du journalisme, et c'est un avatar qui est infiniment moins représenté que d'autres avatars. Malgré les nombreuses critiques proposées par moi-même et par d'autres, cet avatar est peut-être l'âge d'or du journalisme. Et cet âge d'or est en train de partir. Cet âge d'or est en train de s'évanouir, ou il est en risque de s'évanouir, parce que je crois que si la spécificité du journalisme n'est pas respectée, si une certaine ambition du journalisme qui consiste à rendre possible le débat dans la sphère publique, si cette ambition est une ambition qui est traitée avec hauteur, à ce moment-là, quelle raison est-ce que les gens auront de rechercher le discours des journalistes? Il est tout à fait possible d'avoir accès à toutes sortes d'informations sans eux. Donc, il me semble qu'il est important de bien comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle de journalisme, et je pense que l'une des premières choses que je fais, c'est de récuser la notion d'information. Le journalisme n'informe pas, il montre. Le journalisme relève, c'est un exercice de monstration. Dans certains cas, cette monstration vous informe, et il est très important de savoir dans quel cas est-ce que ça a lieu.
Okay. Ce n'est pas toujours que le journalisme informe. Il existe des moments privilégiés, et ces moments privilégiés sont des moments normatifs qu'il faudrait pouvoir développer. Le rôle historique, deuxième point, le rôle historique des médias dans la propagation des rumeurs antisémites. Il est intéressant de voir comment, par exemple, la rumeur de Kaunitz, puisqu'un historien allemand a écrit un livre sur la rumeur de Kaunitz, en montrant que la rumeur de Kaunitz, qui correspondait au thème habituel des enfants que l'on ravit à leurs parents pour en faire de la chair à pâté ou pour en faire des matzot, la rumeur de Kaunitz a été organisée par des journalistes venus de Berlin. Okay. Et le livre montre très bien comment ces journalistes ont organisé la rumeur, ont donné un contenu à la rumeur et l'ont reprise lorsque la rumeur risquait de se casser la gueule. Okay. Il me semble que c'est la même histoire qui se reproduit avec la rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans, elle est made in journalism. Elle vient du journalisme et elle devient une rumeur. Ce n'est pas simplement que le journalisme reprend une rumeur existante et lui donne une diffusion. Le journalisme consiste à inventer la rumeur, à la placer sur le marché. Quant à la fameuse histoire que vous connaissez tous, je suis désolé, comme je débarque dans ce domaine, il y a des choses que tout le monde sait mais que moi je découvre. Le protocole des sages de Sion est lui aussi mis en place par une série de journaux et lui aussi mis en place à plusieurs reprises. Il existe des journaux, il existe 3 ou 4 éditions dans des journaux différents qui permettent une sorte de progression jusqu'au moment où le protocole des sages de Sion est édité. Donc à nouveau, il ne s'agit pas de se demander simplement si le journaliste est capable de répondre aux critères d'objectivité. Pour qu'il soit capable d'y répondre, encore voudrait-il qu'il le voulût. Et le problème, c'est que pendant une grande partie de l'histoire, ce n'était pas du tout ce qui était recherché. Je pense que c'est intéressant de ce point de vue historique aussi, de poser une question qui est inspirée de ce que Régis Debray appelle la médiologie, ou de ce que les Américains appellent les théories technologiques des médias, ou de ce qu'on pourrait rapprocher de la grammatologie derridienne, à savoir qu'à tout média a son antisémitisme. Il existe des formes extrêmement différentes d'antisémitisme. Par exemple, il existe des formes d'antisémitisme oral. L'antisémitisme oral est très différent de l'antisémitisme écrit. Il est intéressant de voir comment l'Inquisition s'organise à partir de greffes et comment un certain nombre de discours sont des discours qui proposent à travers l'Inquisition une sorte quasiment d'ethnographie de la vie quotidienne. Okay. Voici une ethnographie qui propose un antisémitisme extrêmement détaillé, mais cet antisémitisme écrit est extrêmement différent de l'antisémitisme oral qui permet de présenter tel personnage emblématique du judaïsme dans son ensemble comme étant le personnage qui est capable de rejeter la proposition qui lui est faite par Dieu. Okay. À un moment, on a un personnage mythique, dans l'autre cas, on a une ethnographie. Troisième sorte d'antisémitisme qui est extrêmement différente. Je saute délibérément. J'essaye de donner simplement des espèces d'éclairages brutaux et je passe à autre chose. Je pense que c'est intéressant de voir comment l'antisémitisme se construit autour du modèle de l'affaire, l'imprimé. Lorsque l'on passe à l'imprimé, lorsqu'on passe à la presse, un certain nombre de discours portant sur l'antisémitisme sont pris à l'intérieur d'un modèle qui est un modèle de controverse, un modèle de discussion, un modèle où l'on débat le pour et le contre. Et je pense qu'il est intéressant de voir comment l'affaire Dreyfus, par exemple, a une structure proche du feuilleton. Je saute encore une étape et je parle de l'antisémitisme télévisé. Et je pense à l'affaire Al-Doura. Et à ce moment-là, on a affaire à un antisémitisme qui organise des rituels. Il s'agit d'un rituel de mise à mort où on assiste à la soi-disant mise à mort d'un enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ce rituel vous invite à participer. Il s'agit de l'utilisation de l'une des possibilités de la télévision, qui est celle qui vous permet de suivre un événement dans sa temporalité même, ce qui est la caractéristique du rituel. Okay. Jusqu'à présent, je ne développe aucune thèse, mais j'essaye de montrer j'essaye de me livrer à cet exercice
que Roland Barthes appelait le studium, en disant que lorsqu'on essaye d'étudier un champ donné, avant de se focaliser sur le point précis qui vous intéresse, il est important de donner une espèce de presque de balayage du champ de façon à donner une idée de où est-ce qu'on se situe et où jaillit la problématique qu'on essaye d'aborder. Nouveau point qui me paraît très important aujourd'hui, c'est le paysage médiatique tel qu'il se présente. J'ai essayé de donner quelques éclairages historiques. Que sont aujourd'hui les médias? Il me semble qu'il faut distinguer entre plusieurs sortes de médias. Les grands médias, tout d'abord, qui mettent en connexion des centres et des périphéries. Et que ces grands médias définissent d'une certaine façon des sphères publiques en se présentant comme étant le point où ces sphères publiques sont organisées. Il y a ensuite des grands médias à vocation internationale qui débordent largement sur toute définition nationale d'une sphère publique. Ensuite, il y a les médias transnationaux. Il fut un temps où il était intéressant d'aller dans des banlieues où l'on voyait que la plupart des bars des HLM étaient couvertes d'antennes paraboliques. Ces antennes paraboliques permettaient à un certain nombre d'immigrants de recevoir des discours télévisés émanant de leur pays d'origine. Par exemple, en Allemagne, il y avait toutes sortes d'antennes paraboliques qui permettaient aux Turcs allemands de recevoir la télévision turque. Donc, troisième type de médias. Ensuite, il y a les médias que j'ai appelés à tort les petits médias, mais que Manuel Castells a mieux décrit en parlant de médias individuels de masse. En d'autres termes, les médias Internet. Les médias Internet sont capables de toucher des masses par des processus très différents des médias du centre et de la périphérie. Ils sont capables de toucher des masses en circulant non pas du centre vers les périphéries, mais des périphéries vers d'autres périphéries. Et le problème, c'est que par accumulation de leur circulation périphérique, ils touchent néanmoins d'immenses populations. Donc il y a les médias d'Internet, et je pense que cet ensemble fait que lorsque l'on parle des médias, il faut bien savoir de quoi on parle. Et ces médias sont dans des rapports à la fois de collaboration, de coopération et de concurrence. Et nous sommes à un moment où les grands médias du centre sont en train de perdre de la vitesse. Ils sont débordés par derrière, ils sont débordés sur les côtés et ils sont débordés par en dessous. Et donc, en général, lorsque l'on parle des médias, on aime bien s'accrocher aux médias du centre parce que ce qu'ils disent compte. Lorsqu'un média émet depuis un centre, il existe une dimension monumentale à ce qui se dit, et c'est très facile, c'est très agréable d'avoir un monument sur lequel faire porter son analyse. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus agréable pour un analyste de faire l'analyse d'un monument que de faire l'analyse d'un million de messages disséminés. Okay ? Et pourtant, nous sommes au moment où il faut commencer à s'interroger sur comment analyser ces millions de messages disséminés. Okay ? Alors, je crois qu'il y a une difficulté supplémentaire, ou une complexité supplémentaire, c'est que lorsque l'on parle des médias, c'est très intéressant de replacer ceci dans le contexte de la sphère publique qu'ils structurent, mais qui ne se limite pas à eux. Il faut tenir compte des différentes manifestations de la sphère publique que mon collègue, l'anthropologue Appadurai, désigne comme la culture publique. La culture publique, ça englobe les médias, mais ça ne se réduit pas aux médias. Il y a l'ensemble de ce que Benedict Anderson appelait le capitalisme de l'imprimé, qui existe toujours, ce qui inclut les maisons d'édition et les romans. Il y a l'ensemble des produits visuels, et en particulier ce que l'on pourrait décrire comme de la péri-information. Je vais revenir tout à l'heure sur la notion de péri-information. La péri-information est faite de toutes sortes de genres qui s'inspirent de l'information et qui reprennent l'information, mais qui n'en sont pas. Qui ne sont pas de l'information, ce qui présente d'énormes avantages stratégiques. Ça permet de reprendre des thèmes abordés par l'information sans avoir à se plier aux règles déontologiques qui contrôlent l'information.
Donc la péri-information, c'est un domaine immense et qui mérite, à mon avis, d'être étudié. Finalement, la péri-information comporte aussi l'ensemble de manifestations culturelles qui s'inspirent de l'actualité, qui s'inspirent des nouvelles, tout en se réclamant d'un statut radicalement différent, par exemple d'un statut artistique. L'un de mes exemples les plus importants aujourd'hui, c'est un opéra. Je vais vous parler d'un opéra, et vous allez vous demander quel rapport avec les médias. Cet opéra s'appelle La mort de Klinghoffer. Et c'est un opéra qui est extraordinairement intéressant pour moi, parce que c'est l'exemple même de la péri-information. Il se passe un événement tragique et horrible sur le bateau Achille Lauro. Un certain compositeur, un certain metteur en scène qui s'appelle Peter Sellers, un certain compositeur qui s'appelle John Adams et une certaine librettiste qui s'appelle Alice Goodman décident de faire un opéra sur ce sujet. Et le problème, c'est quel est le statut de cet opéra, de quoi ça parle, à quoi ça sert, et, question subsidiaire, est-ce que c'est antisémite ou pas? Okay. Et si c'est antisémite, est-ce que c'est excusable? Parce qu'après tout, il s'agit de création, après tout, il s'agit de liberté d'expression. Et dans quelle mesure est-ce que l'antisémitisme a lieu? Et dans quelle mesure est-ce qu'il faut tenir compte de cet antisémitisme comme une caractéristique importante de cet opéra? Ou bien dans quelle mesure est-ce qu'il faut faire comme Alice Goodman qui dit oui, peut-être que certaines personnes peuvent trouver que, mais elles méconnaissent l'immense effort artistique qui a été consacré à cette œuvre. Okay. Je vais revenir à cette question parce que ça me paraît être l'une des questions cruciales. Je reviens à la péri-information. Face au pouvoir souvent exorbitant des institutions en situation de dire le vrai, la reprise des contenus de l'information dans des discours qui se réclament de l'art et ne se réclament pas du journalisme se traduirait, paraît-il, par une subversion, par une remise en question des définitions autoritaires de la réalité. Elle aurait donc un effet libérateur. Est-ce le cas? Est-ce que la grande récitation péri-informative représente un progrès? Est-ce qu'elle représente une libération par rapport à la récitation informative? Est-ce qu'elle représente au contraire une tragique régression vers un espace public où tout est dissible sous couvert d'expressivité? Souvent, cette récitation seconde, la récitation de la péri-information, ne diffère des nouvelles que par la liberté prise avec la notion d'une vérité factuelle ou par l'absence de toute contrainte déontologique. L'art devient ainsi l'un des derniers refuges des arguments d'autorité. C'est un discours auquel, le discours de l'art, c'est un discours auquel il est illicite de rétorquer. On ne peut pas répondre à une œuvre d'art, ou bien en répondant à une œuvre d'art, on se présente immédiatement comme un imbécile ou comme un philistin. Devient art, en d'autres termes, ce que l'on veut soustraire au débat. Je ne dis pas que l'art n'existe que dans cette dimension, mais je dis que l'art, dans un très grand nombre de cas, a une fonction exacte et que cette fonction est celle d'un alibi. Il s'agit d'empêcher le débat, il s'agit d'empêcher la discussion. La question qui se pose ici, c'est celle d'une déontologie de l'information. Tout n'est pas dissible dans l'information et il existe des vérifications et des recoupements que l'on doit faire. Est-ce que la déontologie de l'information représente une sorte de coup de force? Est-ce que c'est un coup de force institutionnel? Est-ce que c'est l'instrument d'une censure? Est-ce que la déontologie de l'information représente au contraire un rempart face au déferlement des discours qui, tout en prolongeant l'information, s'affranchissent de toutes les contraintes qui la régissent encore? Est-ce que, d'une certaine façon, il est nuisible d'imaginer qu'il puisse y avoir des règles? Pour un discours qui se voudrait anarchiste, la notion même de règle est insupportable. La question, pour moi, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que la notion de règle est effectivement insupportable, ou dans quelle mesure est-ce que c'est l'absence de règle qui devient insupportable, dans la mesure où elle devient littéralement meurtrière. Alors, ça va? Pardon.
dernière question peut-être, qui est une question rhétorique. Comment se parle l'antisémitisme dans les médias? Et qui parle? Est-ce que l'on peut réellement distinguer entre l'antisémitisme des médias et l'antisémitisme relayé par les médias? Une question essentielle consiste à savoir qui parle lorsque les médias parlent. C'est un problème qui me semble énorme et qui est peut-être le principal problème des médias, c'est le problème du discours rapporté. Ça a l'air très technique. Ça a l'air très technique de parler de discours rapporté. Il me semble que la meilleure façon de faire une critique des médias, c'est de s'interroger sur le statut de la citation. Qu'est-ce que c'est qu'une citation et quel est le rapport du citant au cité? Je pense que Erving Goffman avait écrit un livre magnifique qui a été traduit par Façon de parler, Footing en anglais, où il distinguait entre trois notions, en disant que dans tout locuteur, chaque fois qu'une personne parle, elle joue trois rôles simultanément, elle passe de l'un à l'autre. Une personne qui parle, c'est l'auteur de ce qu'elle dit. Une personne qui parle, c'est le responsable de ce qu'elle dit. Et une personne qui parle, c'est en même temps l'acteur de ce qu'elle dit. Il y a trois rôles. Et parler, ça veut dire des choses très différentes. À certains moments, je suis l'auteur de mes paroles. À d'autres moments, je suis l'acteur de mes paroles. Et à d'autres moments, je suis responsable de mes paroles. Je ne suis pas toujours les trois en même temps, et ces trois rôles peuvent être parfaitement dissociés. Et donc, il est très intéressant, quand les médias vous parlent de quelque chose, de savoir qui est-ce qui parle. De qui s'agit-il? Et il me semble que les médias, la façon dont se parle l'antisémitisme dans les médias prend deux aspects, deux grandes avenues. La première avenue, c'est la fabrication de directeurs de conscience. On a écrit un très beau livre qui comparait Le Monde, le journal Le Monde, au journal The Washington Post. Et ce livre décrivait Le Monde comme un journal de précepteurs. Le Monde se conçoit comme le précepteur du prince. Le Washington Post se concevait au contraire comme un mousquetaire. Il s'agissait de provoquer et de révéler des choses. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Le Monde joue son rôle de précepteur, et Le Monde n'est pas le seul journal à vouloir jouer le rôle de précepteur, un précepteur, c'est quelqu'un qui vous donne un maître à penser. C'est quelqu'un qui vous donne des maîtres à penser. Et la question que je me pose, c'est si on vous fabrique des directeurs de conscience en légitimant ceux qui, dans leur discours, est antisémite, en les rendant visibles, et sans poser de critique par rapport au discours qu'ils tiennent, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Donc il y a une première dimension que je trouve magnifiquement illustrée dans un épisode qui apparaît à la télévision française, qui est le moment où un certain Thierry Messant apparaît dans une émission, je crois que c'est sur Antenne 2, et Thierry Messant est présenté par Thierry Ardisson, un présentateur. Le présentateur explique à quel point Thierry Messant est respectable, à quel point il représente la France profonde, et lorsque des gens qui écoutent Thierry Messant parler au moment de l'émission disent « mais il délire, ce qu'il dit est incroyable », Ardisson les fait taire, il les empêche de parler. Voici quelque chose qui me paraît très extraordinaire. Il s'agit de la fabrication d'une autorité morale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fabrication d'une autorité morale s'est déroulée sous nos yeux en direct, alors que l'autorité morale disait des inepties et est repartie sur ces inepties très récemment, puisque le même Thierry Messant vient d'écrire un texte, un post sur un blog, où il explique à qui profite le massacre de Charlie. Okay? À qui profite? Et donc c'est très clair que le massacre de Charlie Hebdo est organisé par les néoconservateurs américains, avec l'aide du Mossad, et que c'est également très clair que derrière un personnage immensément décrié, qui est Samuel Huntington, dont je pense que 90% des gens qui condamnent son livre ne l'ont jamais lu, ou n'ont pas dépassé la page 3. Donc derrière Samuel Huntington, il dit, bien entendu, c'est pas Samuel Huntington qui parle, c'est derrière lui Bernard Lewis.
Okay, donc voici une construction comme ça, ahurissante. Mais le problème, c'est comment, à un moment donné, maintenant tout le monde sait que ce monsieur, Thierry Meyssan, ne mérite pas la moindre crédibilité. Mais à un moment donné, il a reçu cette crédibilité. Donc il a été constitué comme quelqu'un digne d'être écouté. Il a été constitué comme une sorte de maître à penser. Deuxièmement, la seconde avenue, c'est une pratique du témoignage qui consiste à alimenter certains récits. Vous savez que le postmodernisme a raconté, s'est construit sur la notion d'une disparition d'un certain nombre de grands récits. Des grands récits ont disparu. Mais les grands récits ont disparu, ne laissant pas un vide. Là où il y avait des grands récits, il s'est développé des petits récits palliatifs, des récits substitutifs, des récits qui occupaient la place qui étaient jadis occupés par les grands récits. Et ces petits récits, il faut les alimenter. Un petit récit à qui on ne donne pas à manger, il meurt de faim. Donc il faut donner des événements de temps en temps à un récit pour maintenir le récit vivant. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment un certain nombre de récits sont alimentés. Par exemple, le récit du Moyen-Orient comme palliatif de la disparition du grand récit colonial. Il n'y a plus de grand récit colonial, donc on va avoir un récit qui va résumer et qui va représenter le récit colonial. Si ce récit n'existait pas, il faudrait en inventer un autre qui remplisse la même fonction. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment est-ce que l'on ressuscite des récits consacrés. Et donc, je pense au fameux crime rituel, la rumeur de Kaunitz ou la mort du petit Al-Doura, ou inventer de nouvelles formes, la rumeur d'Orléans, ce qui amène, comme l'a écrit Saul Bellow, à transformer le Moyen-Orient en une sorte de villégiature morale de l'Occident. Enfin, voilà. Maintenant, j'ai fait ma deuxième partie. Troisième partie, je n'ai que 4 parties, rassurez-vous. Je n'ai que 4 parties. Ma troisième partie va consister à... je suis en train de rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai balayé tout ce que j'avais à balayer. La pièce est à peu près propre. Vous avez une idée de sa géographie, de sa géométrie. Maintenant, je voudrais focaliser sur des détails. Et c'est là ce que Barthes appelait le punctum. Le punctum, c'est ce détail qui, lorsque vous lisez quelque chose ou lorsque vous regardez quelque chose, vous gifle. Il y a un détail qui me gifle, il y a un détail qui me prend à la gorge, il y a un détail que je ne suis pas capable qui ne me laisse pas en paix. Je commence avec M. Koulibaly, un survivant de la prise d'otage dans l'hypercachère, identifié sur Le Monde comme un haut fonctionnaire, témoigne, visage dans l'obscurité, sur une chaîne de nouvelles, le moment où Amédi Koulibaly lui demande son identité. Votre origine, demande Koulibaly. Française. Quelle religion? Catholique, répond le survivant, après une hésitation. Cette hésitation est liée à la honte qu'il éprouve à annoncer une identité qui, bien que vraie, risque de le désolidariser des autres otages et lui valoir la vie sauve. Koulibaly, dit le témoin, parle d'une voix calme, presque amicale. À un moment donné, il me dit « Vous savez, je ne suis pas antisémite. Je n'ai rien contre les Juifs. Je ne suis pas antisémite, je n'ai rien contre les Juifs. » L'ex-otage raconte alors cette histoire d'un officier SS qui rencontre 2 anciens camarades dans un camp de concentration. Ils furent camarades jadis, ce sont maintenant des pensionnaire du camp de concentration alors qu'il est un officier chargé d'eux. Il y a de grandes effusions, tout le monde rigole, il les invite à déjeuner, dit le survivant de Koulibaly, il les invite à déjeuner et à la fin du déjeuner, il leur dit c'était très agréable, il tire son revolver et il les tue. Il leur tire une balle dans la tête à chacun. Et donc, ce monsieur aussi, dans sa relation vis-à-vis à ses anciens amis qu'il a rencontrés, n'était pas antisémite. Et la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je veux dire, est-ce que Koulibaly est fou? Ou bien est-ce que c'est moi qui suis fou? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ce que Koulibaly a fait et de dire, vous savez, monsieur, moi je ne suis pas antisémite. Et je pense que cette folie, cette contradiction me semble pour moi être le centre incandescent de l'événement. C'est quelque chose qu'il faut prendre immensément au sérieux. Et je parle ici de ce que j'appellerais l'antisémitisme dénégatif.
C'est-à-dire qu'il existe de l'antisémitisme, on fait de l'antisémitisme, mais on n'est pas antisémite. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il me semble que ce phénomène de dénégation de l'antisémitisme, tant chez ceux qui le pratiquent que chez ceux qui le décrivent, chez les observateurs désintéressés, appelle toutes sortes de commentaires. Une première explication serait tactique. Les acteurs de ces épisodes seraient embarrassés, confrontés à une réprobation sociale qu'ils n'attendaient pas. Ils espéraient le triomphe, ils trouvent la réprobation sociale, donc ils ne sont plus antisémites. Ça me paraît peu probable. Lorsqu'on va aussi loin que Coulibaly, on se fiche de la réprobation ou de l'absence de réprobation. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond. Ce quelque chose consiste à dire « je ne suis pas antisémite spontanément, je suis antisémite malgré moi ». Ça ne me vient pas naturellement, je suis antisémite parce que mon surmoi me dicte de devenir antisémite. Ce second argument ressemble beaucoup à l'argument de Hannah Arendt sur la banalité du mal. C'est pas moi qui voulais, moi j'étais très gentil, moi je ne faisais rien du tout, mais ce sont les ordres. Et alors à ce moment-là, c'est intéressant de savoir quels sont les ordres et de qui Coulibaly reçoit ces ordres. Okay? Coulibaly utilise un argument proche de Arendt, mais cet argument renvoie ici, me semble-t-il, à la notion d'une mission divine. La mission divine vient se substituer aux ordres de la hiérarchie. Et que se passe-t-il dans les autres cas? Hannah Arendt dit que les pires menteurs sont ceux qui ont même oublié qu'il y avait mensonge et finissent donc par mentir de bonne foi. Peut-on dire que les pires antisémites sont ceux dont l'antisémitisme n'est pas vécu comme une conviction, mais comme une réalité extérieure qu'il suffit de constater? En d'autres termes, nul n'est antisémite, car l'antisémitisme relèverait de la croyance, alors que les tueurs de juifs savent que pour eux, il ne s'agit pas d'une croyance, mais de quelque chose de beaucoup plus profond qu'une croyance. Je passe maintenant à mon deuxième exemple, et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la notion de péri-information. Il s'agit d'une pièce montée à La Rochelle, il y a quelques mois, par des étudiants d'un atelier de théâtre. Et cette pièce a été comparée à la Passion d'Oberammergau. Cette pièce de théâtre rappelle étrangement les passions, ces farces jouées lors des Pâques pour commémorer le martyre de Jésus. À l'occasion de ces représentations, devant un public composé d'enfants et de parents, les Juifs qui tenaient le rôle des méchants, des assassins, étaient sujets à des moqueries féroces. Cette pièce, pour moi, ressemble encore plus à la mise en scène du protocole des sages de Sion. Les sages de Sion sont ici représentés par une famille Goldberg. Nous sommes en présence d'un texte qui rassemble tous les stéréotypes, la finance folle, l'appât du gain, la mafia, le show business, etc. Mais le président de l'université, M. Blanchard, soutient qu'il faut voir la pièce au second degré. À ses yeux, l'équipe d'humoristes en herbe a bénéficié d'un encadrement dont le professionnalisme ne souffre pas de discussion. Okay? C'est important qu'il y ait du professionnalisme là-dedans. Voici ce qu'en dit l'auteur qui a coordonné l'écriture collective de la pièce. Je suis quelqu'un, j'ai été rabaissé, j'ai 29 ans, je suis un auteur de théâtre professionnel, diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada, etc. J'ai participé pendant 3 ans à mettre sur pied les programmes de collecte de fonds de la Fondation québécoise pour le sida et je consacre aujourd'hui plus de 35 heures par semaine à travailler sur plusieurs organismes, Croix-Rouge, et il y a une très longue liste de choses que ce monsieur réalise. Et il conclut, les sous-entendus et les soupçons d'antisémitisme qui pèsent sur moi et sur la pièce écrite sous ma supervision me choquent, me déconcertent, tout comme ils laissent bouche bée mon entourage, mes proches, ma famille, tous ceux qui partagent ma vie de près et qui connaissent mes convictions. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas qu'un propos nous ait échappé, il n'y a pas eu de dérapage, je sais très bien, et les étudiants savent tout aussi bien, ce que nous avons fait. Une question de détail, dit-il, a masqué l'essentiel, et je conclus. Cette pièce est remplie de questionnements, de postures sociales actuelles, intéressantes, troublantes, desquelles nous n'avons pas pu débattre. Nous n'avons pas pu débattre,
obnubilés que nous sommes depuis 2 mois par la question de l'antisémitisme. J'allais dire, le pauvre chéri. Quelle horreur de monter une pièce si brillante, si complexe, et que des gens ne veulent parler que de l'antisémitisme. Est-ce que l'antisémitisme ne devrait pas être mis à sa place? Est-ce qu'il n'occupe pas une place qui est disproportionnée? Et en d'autres termes, qu'est-ce qui autorise l'antisémitisme à devenir ici la proposition principale au lieu de la proposition très subordonnée qu'elle devrait être? Troisième exemple, c'est ce fameux opéra qui s'appelle La mort de Klinghoffer. Incidemment, ce monsieur s'appelait Léon Klinghoffer. Il avait un prénom. L'opéra ne s'appelle pas La mort de Léon Klinghoffer, il s'appelle simplement La mort de Klinghoffer. Klinghoffer est devenu une sorte de catégorie. Okay? La mort de Klinghoffer, et c'est très intéressant parce que les auteurs de cet opéra expliquent, vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit d'un vieux monsieur juif, retraité, paralysé, dans une chaise roulante, qui se trouve sur un bateau grec qui s'appelle l'Achille Lauro. Et sur l'Achille Lauro, il y a une sélection qui est faite, il est choisi, on lui tire une balle dans la tête et on le balance avec sa chaise roulante dans l'océan. Okay? Et les auteurs de l'opéra expliquent qu'ils ont voulu donner une vision équilibrée de la situation, et que cette vision équilibrée, c'est intéressant de parler d'équilibre lorsque on parle de jeter quelqu'un sur une chaise roulante à l'eau. Il y a en effet des lois de l'équilibre qui vont attirer cette chaise plutôt vers le bas que vers le ciel. Mais il me semble que c'est très intéressant qu'il s'agit de donner une vision équilibrée. Et il s'agit de donner une vision équilibrée du conflit israélo-palestinien. Et alors, ce qui me paraît très intéressant, c'est que cette vision équilibrée du conflit israélo-palestinien met en scène, d'un côté, le cœur des Palestiniens dépossédés de leurs terres, ce qui est très émouvant et très juste, et je pense que la musique est incidemment très belle, mais de l'autre côté, qui l'on trouve? On ne trouve pas d'Israéliens. M. Klinghoffer n'a jamais mis les pieds en Israël, ou n'a probablement pas mis les pieds en Israël. M. Klinghoffer est américain. Okay? Pourquoi, quelle sorte de symétrie s'établit-il entre les Palestiniens d'un côté et ce monsieur de l'autre? La seule justification qui permette de les mettre des deux côtés d'une balance, c'est de dire que ce monsieur est juif. Il ne s'agit pas d'antisionisme, il s'agit, étant donné l'identité de ce monsieur, spécifiquement d'antisémitisme. Et c'est très intéressant d'ailleurs qu'au cœur de l'opéra, il y a une famille amie de Klinghoffer, au moment où l'on voit les Palestiniens qui vont chanter leur désarroi, et un peu comme les Troyennes, le cœur de la destruction de leur pays aimé, on va voir face à eux un autre chœur, qui est le chœur d'une famille américaine qui s'appelle Rumor, comme une rumeur. Et cette famille américaine, ce chœur va chanter une autre chanson qui consiste pour la dame à dire « Mon chéri, est-ce que tu sais où sont mes aspirines ?» Okay? Donc d'un côté, on va avoir le chœur des Troyennes, et de l'autre côté, on va voir... Alors à ce moment-là, la pièce a été montrée à Brooklyn, et la population de l'opéra, les spectateurs de l'opéra de Brooklyn ont protesté. Ils ont protesté, et les auteurs, Mrs. Goodman, John Williams et compagnie, ont expliqué que c'était des gens particulièrement philistins, que c'était tout à fait caractéristique des gens de Brooklyn d'oser protester contre ça. Et d'ailleurs, disent-ils, avant de monter cet opéra à Brooklyn, nous l'avons monté 2 fois à Bruxelles et à Lyon, à l'Opéra de Lyon, et nous avons eu ce qu'ils appellent standing ovation. Okay? Ils ont eu une standing ovation, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a un petit détail qu'ils ne disent pas, c'est que, comme vous le savez peut-être, les Français n'ont pas toujours un don extraordinaire pour la connaissance des langues étrangères. Donc il est très facile d'avoir un standing ovation pour des gens qui ne comprennent pas ce que vous chantez. Et donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'accusation des gens de Brooklyn était d'une certaine façon, la façon dont les gens de Brooklyn ont été mis en accusation, si la pièce n'était pas elle-même antisémite,
alors cette accusation la rendait-elle? Et je pense que c'était, pour moi, à nouveau un phénomène très intéressant. C'est comment osez-vous nous faire perdre notre temps avec vos histoires d'antisémitisme alors qu'il s'agit ici d'un grand opéra et de la création culturelle. Donc, c'est ça mon sujet. C'est ça mon sujet. Mon sujet, c'est les nouvelles formes de l'antisémitisme et comment on peut faire de l'antisémitisme sans antisémite. Parce que, bien entendu, ni Peter Sellers, ni John Williams, ni Alice Goodman ne sont antisémites. Ce sont des gens qui ont des références absolues. Ce sont des gens parfaitement fréquentables. Alors, je pense que la performance médiatique de l'antisémitisme passe par 4 opérations. La première, c'est tout simplement la mise en visibilité. Des gens qui n'étaient pas très visibles sont rendus visibles. La deuxième, c'est la stigmatisation délibérée, qui consiste à rapporter des événements réels ou inexistants, ou, disons, pour le moins, des événements douteux. Je pense par exemple à l'affaire Al-Doura, qui a été renvoyée, puisque la cassette a été envoyée gratuitement à 63 pays, ou 62 pays, je ne me souviens pas exactement du chiffre, et je pense qu'il s'est passé la même semaine un autre événement, à quelques mètres de là, ou à quelques centaines de mètres de là, c'est la mort d'un soldat israélien qui s'appelait Vadim Nozick. Vadim Nozick a été tué sous les yeux des caméras. Ce n'est pas des suppositions. Ce n'est pas ça, il n'y a pas un doute comme dans le cas. Et comment se fait-il que l'un des événements ait reçu une sorte d'audience mondiale et que l'autre événement, non seulement n'ait pas reçu d'audience mondiale, mais que la seule chaîne qui l'ait filmé ait jugé absolument nécessaire de présenter ses excuses pour l'avoir filmé à l'autorité palestinienne. Okay ? Il me semble qu'il y a là quelque chose, une dissymétrie, qui demande que l'on se pose un certain nombre de questions. La principale question que je me pose, c'est comment est-ce que la question de l'antisémitisme existe, mais existe sur le mode d'une proposition subordonnée. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, je pense qu'il y a un problème, et ce problème a été merveilleusement décrit par le philosophe allemand Axel Honneth, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre qui en français s'appelle « La société du mépris », et c'est un livre sur la notion de reconnaissance. Et il me semble que ce qui est très intéressant, c'est le refus de reconnaître que dans le fait de traiter un certain nombre d'actions antisémites comme si elles étaient des propositions subordonnées, il y a non seulement le fait de causer un préjudice à vos victimes, mais il y a également le fait de refuser de reconnaître le préjudice. Ce préjudice n'est pas important. Je fais quelque chose, il se peut que je vous tue à l'occasion de l'art que je produis, mais regardez comme Néron, je suis un grand artiste, et je vais m'émerveiller devant la beauté de l'incendie que j'ai allumé. Je vais voir Rome brûler tout en jouant de la lyre. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, et il y a une sorte de cynisme absolu. Alors, je pense que tout d'abord, la notion de visibilité, la mise en visibilité. Je pense qu'il est intéressant de réfléchir sur l'origine d'un mot. C'est un mot qui me fascine depuis longtemps. C'est un mot latin. Ce mot latin, c'est invidia. Invidia, ça veut dire voir dedans. Le rendre visible. Okay ? Je regarde chez vous. Invidia. Mais invidia, en latin, ça a un deuxième sens, d'où vient le mot français envie. Je regarde chez vous, je vous envie. Et invidia, ça a un troisième sens. Ça veut dire je vous hais. Invidia, c'est la haine. Donc c'est très intéressant de voir ce rapport entre la vision, la visibilité, l'envie et la haine. Il y a une sorte de progression, et que cette progression est très intéressante parce qu'à un moment donné, il s'est passé un phénomène qui consistait à accentuer la visibilité des Juifs de France. Qu'à un moment donné, les Juifs de France sont devenus visibles. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose, un autre événement qui m'a paru immensément important et qui est également un événement sympathique.
c'est une fédération d'imams français qui, à un moment donné, dit aux Juifs français, en tant que seconde religion de France, nous vous regardons avec la plus haute bienveillance. Voici ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une décision qui est a priori, c'est plutôt sympathique d'être reçu avec bienveillance. Mais le problème, c'est que pour être reçu, il faut d'abord être expulsé pour pouvoir faire l'entrée. Donc je suis accueilli, mais je suis accueilli dans un lieu où j'étais déjà. Est-ce que j'ai besoin d'être accueilli, ou bien est-ce que cette sortie dramatique, suivie d'une réintégration dramatique, n'est pas ce processus auquel j'ai essayé de donner un nom? J'appelle ce processus l'extégration. De la même façon qu'il existe de l'intégration, une certaine forme de visibilité crée de l'extégration. Alors, je voudrais peut-être, je suis près de la fin, j'espère que... je voudrais finir sur l'antisémitisme sans... Ça va? Oui, oui. L'antisémitisme sans intentionnalité antisémite. Il est intéressant de voir comment est-ce que l'on passe sous silence un certain nombre d'attaques antisémites. Ne pas parler de certaines attaques contre des juifs lorsqu'elles sont commises par des individus qui sont par ailleurs en une situation de fragilité. C'est ce contre quoi un certain nombre de chercheurs dont je faisais partie, autour des années 2000, 2002, 2003, avaient protesté en se substituant aux journalistes défaillants et en proposant un inventaire des violences antisémites, inventaire qui a abouti à une enquête parlementaire. C'est le même phénomène de silence et d'euphémisme qui s'est reproduit à nouveau avec la recrudescence de violence qui a précédé le 7 janvier et dont chacune était équipée de 2 étages de protection. Premièrement, les noms des perpétrateurs étaient passés sous silence ou altérés. Deuxièmement, le caractère politique des violences commises était exorcisé à l'aide de la méthode de ou bien, la méthode de ou bien, que les psychanalystes appellent clivage, consiste à dire ou bien c'est une forme de terrorisme, ou bien c'est de la psychopathologie. Et vous devez choisir. Ça ne peut pas être les deux. Et mon problème, c'est que précisément, c'était les deux. Et que le clivage est une espèce d'obligation, à certains moments. C'est une obligation qui, si jamais vous désobéissez à la règle du clivage, à ce moment-là, vous tombez sous le coup d'une accusation qui est l'une des accusations les plus graves, médiatiquement parlant, c'est l'accusation d'amalgame. Vous êtes en train de commettre un amalgame. Vous refusez ou bien, mais ça signifie que vous êtes dément, vous commettez un amalgame. Je pense que la notion d'amalgame a été tellement utilisée, et utilisée tellement à tort et à travers, que j'ai décidé de la remplacer par une autre notion. Je l'appelle Madame Malgame. Madame Malgame va sévir. Attention, il y a Madame Malgame qui va vous punir. Taisez-vous, s'il vous plaît. Alors, les raisons de ce choix du silence peuvent être nombreuses. Premièrement, on peut dire que le silence sur certains événements, qui sont des événements politiques, a un but pragmatique, c'est d'éviter les effets d'imitation. Si vous parlez trop d'un certain événement, vous offrez un modèle qui va être repris. Deuxièmement, il s'agit d'éviter les échecs de la police. Mais je ne crois pas que les médias français soient particulièrement soucieux de sauver l'honneur de la police, donc ça me paraît peu probable. Troisièmement, éviter d'identifier les groupes dont viennent les auteurs des attaques antisémites, ce qui est bien, puisqu'il s'agit d'éviter de soumettre ces groupes à la stigmatisation. Il s'agit d'un comportement louable, c'est un comportement qui relève de l'éthique de la responsabilité. Il se pose cependant un problème, et ce problème n'est pas résolu. Vis-à-vis de quel autre suis-je redevable en tant que journaliste à vocation éthique? Il n'y a pas d'antisémitisme à taire le nom d'un agresseur antisémite, d'autant plus que l'on condamne l'agression. Pourtant, la non-stigmatisation de l'agresseur est objectivement préjudiciable à la victime, puisqu'elle aboutit à une méconnaissance des faits, amène à condamner un acte qui n'est pas exactement celui qui a été commis, entraîne un non-savoir sur ce qui s'est exactement passé et mène à un mauvais diagnostic. Mais, dira le journalisme,
la protection de l'agresseur n'a subjectivement rien d'antisémite. Se livrer ici à une rétention d'informations ne vise pas à insulter les victimes, mais à protéger les groupes auxquels appartiennent leurs agresseurs, car ces groupes sont eux-mêmes des victimes. Il faut alors décider entre certaines victimes qui sont placées en statut de proposition principale et d'autres victimes qu'il est crucial de défendre, certaines autres victimes, entre les victimes qu'il est crucial de défendre parce qu'elles sont en proposition principale, et les autres victimes qui sont placées en position subordonnée, celles dont la défense est subordonnée à la défense du premier groupe. Bien entendu, dit-elle journaliste, je ne suis pas antisémite. Bien sûr, c'est vrai, le journaliste n'est pas antisémite. Mais le problème est précisément celui-ci. Peut-il y avoir antisémitisme sans antisémite? On retrouve à nouveau une erreur qui me fait évidemment penser à Hannah Arendt. Elle relève, selon moi, d'une erreur bien intentionnée, d'une sorte de faute de grammaire éthique qui consiste à subordonner le traitement d'un groupe à une proposition qui ne le concerne pas. Il n'y a pas d'intentionnalité antisémite, il y a certes une intentionnalité, et il y a une intentionnalité que je respecte, puisqu'elle est éthique, puisqu'elle porte sur le respect de l'autre. Mais cette intentionnalité éthique n'a aucun rapport avec les Juifs. Par rapport aux Juifs, il reste de l'indifférence. Et c'est ici que se situe ma critique de mon ami Silverstone. C'est un de mes collègues qui a été longtemps mon ami, qui est mort maintenant, et qui dirigeait le département de médias de la London School of Economics. Et il avait écrit un livre où il expliquait comment il est important pour les médias d'être capable de respecter l'autre en montrant le visage de l'autre, en montrant la voix de l'autre, en montrant les mots de l'autre et en montrant l'autre dans ses propres termes. Et j'ai écouté Silverstone, je l'ai traduit, et à un moment donné, je lui ai posé une question qui me semblait intéressante. C'est qu'il me semblait que peut-être que du point de vue philosophique, ou peut-être que du point de vue psychanalytique, il existe des autres avec un grand A. L'autre. Il faut écouter la voix de l'autre. Il faut regarder le visage de l'autre. Mais il me semblait, pour moi qui suis un vulgaire sociologue, qu'en sociologie, l'autre n'existe jamais seul. Il n'y a pas un autre, il y a des autres. Et que transformer ma relation à l'autre en une espèce de dernière scène d'un grand opéra, c'est une absurdité. Et c'est une absurdité qui amène à ne pas reconnaître qu'il y a plusieurs sortes d'autres, et que par exemple, le turc est mon autre, le turc n'est pas moi, mais l'arménien, ça n'est pas moi non plus. Je suis confronté à plusieurs autres. Et si je suis confronté à plusieurs autres, il est important que la relation qui consiste à les montrer, la distance qui permet de les montrer, ne soit pas une distance fusionnelle, ne soit pas l'abolition de toute distance qui représenterait le respect de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est que le respect de l'autre, dès lors que le respect de l'autre implique qu'il y ait un autre que je ne respecte pas. D'où, pour moi, l'importance dans le registre médiatique d'une notion qui consiste à calculer la visibilité, à réfléchir sur la visibilité, et cette notion, je l'appelle l'équidistance. L'équidistance consiste à regarder, à prendre conscience que je n'ai pas affaire à un autre, mais que j'ai affaire à des autres, et qu'entre ces autres, il existe la possibilité d'une justice ou d'une injustice. Lorsque je montre les autres, je peux les montrer de façon juste ou je peux les montrer de façon injuste. Je pense par exemple, j'avais fait quand j'étais très jeune une thèse sur le cinéaste américain John Ford. Et John Ford était quelqu'un qui représentait pendant très longtemps une sorte d'ambition américaine, le modèle de la conquête de l'Ouest. Et John Ford avait traité les Indiens comme l'autre absolu. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de John Ford est une histoire d'un passage au cours duquel il passe depuis la détestation des Indiens jusqu'au sentiment de sa propre injustice vis-à-vis des Indiens américains et jusqu'à la célébration des Indiens dont il adopte le point de vue. Mais ce qui était très intéressant pour moi, c'est que dans l'un des films de John Ford, il y a un passage passionnant où l'on voit des personnages à plaisanterie, des personnages qui ne sont ni
les colons américains, ni les Apaches, ni les Indiens. Ce sont des Mexicains qui sont dans une position d'être non pas les grands autres, mais des petits autres, des autres dont l'altérité est mineure, des autres dont l'altérité n'est pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que John Ford n'a jamais fait d'acte de réparation vis-à-vis des gens qu'il a traités de façon comique. Et je pense qu'il y a ce grand problème, qui est le problème de jusqu'à quel point est-ce que le respect d'une altérité fétichisée est un véritable respect de l'altérité. Et je pense, je reviens à la question de la proposition subordonnée. La proposition subordonnée, c'est ce que fait Judith Butler lorsqu'elle explique que certaines formes de féminisme sont absolument dangereuses parce qu'elles consistent à mettre en procès les hommes du tiers-monde. Les femmes souffrent, les hommes du tiers-monde sont responsables de leur souffrance, et donc si je défends le féminisme, je fais insulte aux hommes du tiers-monde, je manque de respect aux hommes du tiers-monde. Donc, il faut accepter que les femmes du tiers-monde soient des souffres-douleurs. Et donc, il me semble que, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'éthique de la proposition principale et de la proposition subordonnée. Okay? Les femmes s'écrasent, tant pis pour elles. Il faut choisir, il faut faire un certain nombre de choix. Et il me semble que c'est très grave. Il me semble que c'est très grave et que c'est l'une des façons dont on peut parfaitement, avec les motifs les plus vertueux, commettre toutes sortes d'injustices éthiques et toutes sortes de manquements à l'éthique. Et je voudrais... Est-ce que j'ai 10 minutes de plus? Je pense que j'ai pas le... 3 minutes pour avoir un peu de temps pour discuter. D'accord. Je pense que je reviens peut-être sur le thème, pour finir, je reviens sur le thème du clivage. Ou bien, ou bien. Ou bien, c'est en général une espèce d'injonction qui consiste à vous empêcher de penser. La plupart des phénomènes à propos desquels on vous dit ou bien, ça n'est pas ou bien, c'est et. Par exemple, il fut un temps où je passais mon temps à m'accrocher ou à être accroché par des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur le fait qu'il existe une continuité entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Selon les gens qui étaient mes adversaires dans ces joutes, dans ces discussions, c'était ou bien. Il existait une sorte de barrière cognitive étanche qui faisait que parce que je suis et parce que je me suis déclaré A, il est absolument impossible, il est impensable que je sois B. Et je disais qu'il me semblait que l'esprit humain n'est pas organisé de telle façon que l'on puisse avoir des rideaux de fer qui viennent séparer des notions voisines, et qu'il existe toutes sortes de situations où l'antisémitisme et l'antisionisme sont continus. La question n'est pas de savoir si oui ou non ils sont la même chose, bien sûr qu'ils ne sont pas la même chose. Mais simultanément, tout en n'étant pas la même chose, ils ont des relations, et c'est ces relations dialectiques qu'il est important de découvrir. Et donc la véritable question, c'est de savoir à quelles conditions est-ce que l'antisionisme est un antisémitisme. Il s'agit de refuser le ou bien, et de revenir à la question que le ou bien masque. À quelles conditions? Et quand il appelle, par exemple, une condamnation sans commune mesure avec la nature du crime commis. Lorsqu'il refuse de distinguer entre juifs, israéliens et sionistes. Quand il fait appel à l'intertexte, au vocabulaire et au thème de l'antisémitisme consacré, usure, crime rituel, déicide, etc. Je pense que ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on a vu disparaître une certaine forme d'antisémitisme et on voit se reconstituer une nouvelle forme d'antisémitisme. Et il me semble que pour cette nouvelle forme d'antisémitisme, l'antisionisme a joué le rôle d'un opérateur. Que l'antisionisme a créé la possibilité de l'émergence d'un nouvel antisémitisme. Et c'est intéressant de voir que le sionisme en tant que mauvais objet était opposé à toutes sortes de bons objets. Ces bons objets, c'était la judéité, c'était la judaïcité, c'était la Shoah, il existait toute une panoplie d'objets respectables
pour des raisons diverses, et un objet qui n'était pas respectable du tout. Et là, il était très important, à l'aide d'un clivage, de séparer les uns des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir de la construction antisioniste, cette construction antisioniste a peu à peu, par une sorte de perméabilité, réinvesti tous les objets respectables. Et que petit à petit, on voit la reconstitution d'un antisémitisme qui avait disparu. Mais cette reconstitution a une caractéristique cependant, c'est qu'il me semble que l'antisémitisme ainsi reconstitué a un élément qui est un élément peut-être crucial qui manque, et c'est l'élément racial. Il n'y a plus, me semble-t-il, d'antisémitisme racial. Mais pratiquement toutes les autres dimensions se sont reconstituées, et se sont reconstituées par l'intermédiaire de cet opérateur qu'a été l'antisionisme. Voilà, excusez-moi si j'ai un peu débordé. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, il nous faudrait vraiment des heures pour discuter chacun des points, et donc je serais forcément très injuste en ne tirant que quelques fils. J'aurais énormément de choses à dire sur le tout dernier point, évidemment le passage disons, de l'antisémitisme à l'antisionisme, s'il y en a un. En quelque sorte, c'est le plus évident, je ne comptais pas du temps en parler, mais pour quelqu'un qui vient de l'Est, il y a dans ce passage une forme d'évidence. Au moment de la campagne dite antisioniste en Pologne en 67-68, on a reproché à des gens, par exemple, de donner une éducation sioniste à leurs chiens. Bon, ça c'est juste un exemple. En remontant un peu plus haut, on se souvient du procès Slansky, dans lequel systématiquement juifs étaient barrés, remplacés par sionistes sur les fiches des accusés. Je laisse ça de côté, on aura l'occasion d'y revenir, c'est une thématique tout à fait centrale, je crois, pour le séminaire. Alors, je reviens vraiment au centre de ce que tu as dit. C'est difficile parce que bon, encore une fois, quel fil tirer? J'en prends un qui est secondaire et peut-être que c'est pas nécessaire d'en parler maintenant, tu verras. J'aurais bien aimé que tu précises un tout petit peu ce que tu as dit à un certain moment sur... J'ai peur d'être inexact par rapport à ce que tu as dit. Quand tu as parlé du monde commun, c'est-à-dire, est-ce que tu considères que la visée des médias, c'est de produire du monde commun? Est-ce que tu considères qu'il y va de leur responsabilité? Enfin, je me suis demandé pourquoi, à un certain moment, tu introduisais cette histoire de monde commun, puisque s'il s'agit de contribuer au monde commun, si on définit le travail, disons, des médias ou du journalisme de cette façon-là, alors il me semble que c'est donner un rôle ancillaire, en quelque sorte, aux journalistes. Parce que pour produire du monde commun, on peut faire toutes sortes de choses, y compris produire des faux. Tu as évoqué tout à l'heure l'affaire Dreyfus. Au moment de l'affaire Dreyfus, on a produit des faux patriotiques. Les faux patriotiques produisent du monde commun, incontestablement, mais c'est un monde commun qui est bâti sur le mensonge. Mais donc ça, c'est simplement pour que tu précises, parce que je ne suis pas sûr, moi, d'avoir exactement saisi le point là. J'ai été très intéressé sur tout ce que tu as dit, évidemment, sur la question de l'objectivité. J'étais surpris parce que tu as fait une critique, en tout cas, ton point d'entrée, c'est la critique du relativisme. Or, sans y avoir beaucoup réfléchi, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas un seul écueil, mais il y en a au moins deux, et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a en permanence deux, qui valent non seulement pour le journalisme, mais également pour le monde universitaire. C'est-à-dire qu'il y a le piège du relativisme, qui pourrait être une sorte de dogmatisme subjectiviste, en quelque sorte, pas de vérité, que des subjectivités. Bon. Mais il y a l'écueil symétrique, en quelque sorte, qui est le dogmatisme objectiviste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet qui produit la connaissance, il n'y a que des faits. Et on va vous dire ce qu'il en est de la réalité, sans jamais réfléchir sur la manière dont on produit ces connaissances. Et après tout, et dans ce que tu as dit, dans le journalisme, cette logique-là est engagée assez profondément parce que, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, les dissymétries, etc., c'est assez rare, ça arrive, mais c'est assez rare que les médias racontent des choses absolument farfelues, totalement fausses. En revanche, on a très souvent, par rapport aux questions qui nous intéressent, envie de leur dire, mais pourquoi
vous mettez l'accent là-dessus et pas là-dessus. Bon. Et donc cela suppose, si tu veux, un sujet de production des faits, un sujet journalistique. Bon, pas seulement l'objet, mais le sujet. Et on a toujours l'impression que quand on interpelle les journalistes là-dessus, ils disent mais ce sont les faits. On ne fait que documenter les faits. Alors qu'on a envie de leur dire, oui, mais derrière les faits, il y a le fait que vous ayez placé la caméra ici, le micro là, et que vous ayez choisi précisément de diffuser la cassette de Al-Doura, et pas du tout de parler du soldat qui a été lynché, par exemple. Alors, ça me ramène vraiment au point qui m'a personnellement le plus intéressé dans ton exposé. J'espère qu'on aura l'occasion de le reprendre plus amplement, et peut-être éventuellement dans les autres séances de séminaire. C'est la question du sujet, qui est centrale, je pense, dans tout ce que tu as dit, parce que tu as cette histoire d'antisémitisme dénégatif. C'est fascinant, je veux dire, tout ce que tu as dit, et quand tu as parlé de la pièce à La Rochelle, on a une pièce antisémite à La Rochelle, sans antisémite, et les étudiants sont les premiers étonnés parce qu'on leur fait des histoires, et toute l'administration se mobilise autour d'eux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'en prennent à nos étudiants ?» Bon, et alors là, si tu veux, c'est une question qui est vraiment très très intéressante, je crois, aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a des journalistes qui produisent des informations, qui produisent de l'antisémitisme éventuellement, mais eux ne le sont pas. Donc il n'y a pas de sujet. Et puis, on a également, en parallèle, si tu veux, dans le monde de la recherche, des mises en explication de l'antisémitisme contemporain qui dissolvent en quelque sorte la responsabilité des auteurs des actes antisémites dans les causes sociales qui sont supposées les produire. Et donc on a quelque chose qui relève là d'une forme de positivisme au sens où il n'y a pas de sujet de connaissance et il n'y a pas non plus de sujet des actes. Et là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose vraiment qui est assez profond, qui travaille le moment contemporain, qui tient à cette difficulté, à un certain moment, de penser le sujet, à penser un sujet responsable. Voilà juste quelques points. Merci beaucoup. Je crois que la chose qui m'intéresse le plus, c'est ton troisième point, de loin. Tout d'abord, les deux écueils sur la dimension de dogmatisme subjectiviste par rapport au dogmatisme objectiviste. Je pense que je rejette le dogmatisme subjectiviste, mais je crois que pratiquement tout mon travail consiste à montrer par quel processus est-ce que se construit ce qu'on appelle l'objectivité. Oui, c'est pas dogmatique. Donc c'est pas du tout automatique et il s'agit précisément d'entrer dans l'extrême détail des choix qui se font. Et peut-être que de ce point de vue, c'est presque aussi détaillé que ce que ferait de l'ethnométhodologie. Et donc ça m'intéresse extrêmement, et je crois qu'il s'agit de tenir une position qui rejette une sorte de subjectivisme à l'emporte-pièce et qui en même temps essaye de montrer comment se fait la fabrique de factualité. Que la factualité est le résultat d'une série de processus. Ces processus ne tombent pas du ciel. Et en quoi est-ce qu'ils consistent? Donc là, je crois que je reconnais absolument l'objection et je la trouve cruciale. La première question, c'est peut-être pour moi la plus difficile, c'est la création d'un monde commun, et on peut créer un monde commun en fabriquant des faux. Et le problème, pour moi, c'est d'essayer de définir la création d'un monde commun par la possibilité de débat. Donc c'est un monde commun qui repose sur la possibilité de débat, et ce que j'essaye de dire, c'est qu'un débat n'est pas possible dès lors que l'on ne débat pas des mêmes objets. Il faut, pour pouvoir débattre d'un objet, avoir le sentiment d'une identification suffisante de l'objet pour savoir que c'est du même objet qu'on débat. Et donc le problème, c'est comment est-ce que cet objet va se retrouver sur la table de façon à ce qu'il puisse être partagé par ceux qui... Et partagé non pas au sens d'un consensus, mais partagé au sens d'un possible désaccord. Comment est-ce qu'un désaccord n'est pas possible s'il n'y a pas d'objet du désaccord, me semble-t-il. Et donc la question, c'est de savoir comment constituer les objets du désaccord. La chose maintenant la plus importante, c'est en effet, et je crois que tu as très bien résumé la continuité de ce que j'ai tenté de raconter,
c'est qu'il existe toutes sortes d'antisémitisme sans sujet. Et donc ce qui est décrit comme « je ne suis pas antisémite », c'est pratiquement ce qui est décrit, c'est au-dessous de « je ne suis pas antisémite », c'est « je ne suis pas ». Il n'y a pas de jeu, que ça se passe sans moi. Et il y a cette espèce d'antisémitisme qui se fait comme dans les jeux d'enfants, sans les mains. Okay, il va se produire tout seul. Et qu'il y a à la fois... je pense que c'est lié à une certaine posture sociologisante qui consistait... Je me souviens, à un moment donné, il y avait Bourdieu qui avait attaqué Serge Moscovici. Et en disant la psychologie sociale, ça n'existe pas. C'est une espèce de mélange, c'est une espèce de combinaison comme ça, impure entre des disciplines, mais ce que vous avez inventé, ça n'existe pas. Et il me semble que c'est très intéressant qu'il y a toute cette espèce de crime de psychologisation dont on accuse volontiers un certain nombre de chercheurs, et je pense que c'est très important de voir comment finalement c'est devenu une sorte d'idéologie où la notion de sujet est purement et simplement supprimée. Et que la notion de sujet est également supprimée de la part des chercheurs qui remplacent ce sujet par des déterminations, etc. Et je crois que là, en effet, ça me paraît que c'est en effet la continuité de ce que j'essayais de décrire. Et voilà. On peut peut-être ouvrir le débat aux participants. Ça marche? Oui, je voulais revenir sur... D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre exposé. Et je voulais revenir sur 2 points. Le point, c'est concernant l'extégration. Et vous avez utilisé une expression que beaucoup de journalistes et hommes politiques, même que des dirigeants communautaires utilisent, à mon avis à tort, c'est l'expression « juif de France ». Dès qu'on parle de juifs de France et non pas de juifs français ou de français juifs, on les fait sortir un peu du récit national, on leur accorde une place qui n'est pas exactement la leur, ni dans le passé, ni dans le présent. Et je voulais aussi revenir sur un autre point, 2 autres points s'il vous plaît. Le deuxième point, c'était un constat que j'observe, il me semble à la différence de vous, c'est la disparition, le gommage du judaïsme, des juifs, dans des expositions, dans des manifestations, dans le discours public. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était sur l'affaire Al-Doura et tout le processus que vous aviez décrit dans la manière dont le média, en l'occurrence une chaîne de télévision publique, fait vivre en direct, presque en direct, un événement, et vous avez dit, et jusqu'à quel point va-t-il aller? Et j'aimerais que vous repreniez à ce moment-là, ou que vous développiez mieux ce point. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je réponds au fur et à mesure. Je crois que, tout d'abord, à partir du moment, lorsque je parle de l'extégration des Juifs de France, ma formulation est pratiquement un témoignage du phénomène. Le fait que à l'intérieur, ce n'est pas l'extégration des Français juifs, c'est l'extégration des Juifs de France. Et donc c'est intéressant que le phénomène, que j'interviens pendant qu'un phénomène est en train de se dérouler. Et je pense que c'est très important, en effet, de décrire et de justifier la façon dont on décrit une situation. Et il me semble que toute description, c'est-à-dire que nous vivons sur le... Et c'est peut-être là que je réponds à l'une de tes questions aussi, c'est qu'il n'y a pas de description qui précède l'interprétation. Que toute description passe par une interprétation, et que le problème, c'est qu'on peut a posteriori corriger l'interprétation qui se présentait comme une description. Donc il me semble qu'en effet, pour l'extégration des Juifs de France, en utilisant l'expression « Juifs de France », je suis déjà en train de faire une sorte de choix. Je pense que j'ai eu le même problème lorsque j'ai écrit un livre à propos de ce qu'on a appelé 9/11, les attaques contre New York. J'appelais ça les attaques contre New York au début. Et je me suis aperçu que petit à petit, cet événement ne recevait pas un nom commun, il recevait un nom propre. Et que lorsqu'un événement reçoit un nom propre, c'est aussi une façon de ne pas le nommer, d'éviter de le nommer, de laisser la nomination ouverte. Okay ?
Et que je pense que la question de comment est-ce qu'on nomme est une question d'une immense importance. Alors ça, c'était la première, et donc je suis d'accord avec vous sur la première question. Sur l'affaire Al-Doura, il y a ici l'un des plus grands spécialistes de cette affaire, donc je ne vais pas me substituer à lui. Ce que je voulais dire lorsque j'en ai parlé ici, c'est que l'une des caractéristiques du rituel, c'est qu'un rituel vous invite à partager une certaine temporalité, à vivre dans la même temporalité, et c'est la temporalité du continu. Ce qui est très intéressant, c'est que l'affaire Al-Doura vous entre à quasiment une dimension fictionnelle, et cette dimension fictionnelle non pas au sens où il s'agirait nécessairement d'une fiction, mais ça peut être également à ce sens, mais surtout au sens où vous êtes invité à partager une certaine temporalité, où vous êtes invité à partager une expérience. Et je pense à la dimension expérientielle, que toute information, si les nouvelles c'était de l'information, il suffirait de vous dire, il y a avant-hier, ou hier matin, il y a un petit garçon qui s'est trouvé pris dans un échange de balles et il est mort. Ça, c'est une information. Ce qu'on vous donne, c'est quelque chose de très différent. C'est un événement auquel vous assistez quasiment en direct et avec une certaine continuité. À ce moment-là, vous êtes invité à quelque chose qui exige votre participation. Et il est impossible de ne pas réagir aux gestes que l'on voit qui semblent être dirigés vers des gens qui seraient des tireurs. Et je pense que l'une des créations extraordinairement, et cette fois-ci il s'agit de la fiction, c'est qu'il existe, lorsque l'on voit les films de l'affaire Al-Doura, on imagine nécessairement que ce que nous voyons, c'est ce que voient des soldats israéliens qui sont en train de tirer sur l'enfant. Et donc il y a tout un système qui est inspiré du cinéma de fiction, et c'est le système du chant contre chant. On invente un chant contre chant, on peuple ce chant contre chant, et on participe à une expérience. Et en participant à cette expérience, je suis un soldat israélien qui continue à tirer, bien que cet enfant me supplie. Okay ? Donc voici une construction qui est extraordinairement intéressante, parce qu'elle reprend toutes les caractéristiques du cinéma de fiction, et que le cinéma de fiction est utilisé à plein. Okay ? Donc ça, c'était ma réponse à votre autre question. Je ne sais plus s'il y en avait une troisième. Bonjour. Encore une fois, chaque fois que je vous entends parler tous les deux, j'ai l'impression d'avoir, comme si j'avais lu un livre, donc c'est formidable. Je voudrais faire une première remarque au sujet de l'hypercacher. Il y a deux éléments intéressants, je trouve, à rajouter. La première, c'est il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a voulu brûler un drapeau israélien devant l'hypercachère. Et dans la dépêche de l'AFP, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'était « On ignore les raisons précises de son geste ». C'est authentique, les mots, je les ai recopiés pour que vous compreniez de quoi on parle. La deuxième chose que je trouvais intéressante dans l'hypercachère, c'est qu'il fallait que le héros de cette affaire soit un musulman. Et on nous l'a répété de nombreuses fois partout, donc le Malien était musulman. Et c'est très intéressant que quand le musulman tue, il n'est plus musulman, et quand il est héros pour effacer, il devient musulman. Alors, j'ai fait des propositions au niveau politique, et qui ne sont pas entendues, sur un constat tout simple qui est ça ne s'arrêtera pas et ça ne se fera que s'aggraver en France pour une simple et bonne raison. Mon analyse fait que je ne vois pas de paix possible au Proche-Orient. La situation rapportée par les, pas la situation réelle, mais rapportée par les médias en France est à chaque fois de plus en plus hostile à l'égard d'Israël. Compte tenu de la pression démographique et de la pression médiatique, ça ne peut que devenir désagréable. Donc la seule solution que j'entrevois à cette session, et j'aimerais vraiment bien avoir vos avis à tous les deux, c'est qu'il y ait une décision politique au niveau du chef de l'État et du Premier ministre, ça ne peut venir que de là, de dire voilà, on change la tête, et ça commence par l'AFP, hein. Je pense que c'est l'AFP qui est vraiment la source principale, on change les têtes de ces médias pour tout ce qui concerne Israël. Et quand on parle aux gens à l'étranger, on voit bien que Israël est un sujet minime, dont on n'entend quasiment pas parler à l'étranger. Il n'y a qu'en France que ça prend une proportion si importante. Et donc, faire passer
travail de contre-propagande pour arrêter cette incitation à la haine finale. Et donc ça, c'est une suggestion que je propose. Et la question finale, c'est, je suis en permanence à chaque fois questionné sur le rôle des juifs dans les médias. Et donc Charles Anderlin est juif, on a tous ces Jean-Pierre Elkabbach est juif, Claude Askolovitch est juif, enfin je ne vais pas faire la liste de tous les juifs, on va traiter de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est quand même très 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 difficile d'expliquer aux gens que ces gens-là font un travail d'incitation à la haine assez violent. Et le dernier élément là-dessus, c'est hier Patrick Cohen qui s'est amusé à faire un éditorial sur France Inter. Vous savez qu'il y a une histoire des comptes en Suisse avec... vous noterez que celui qui a été cité dans tous les médias s'appelle Arthur. Pour le plus petit compte, celui où il y avait 80 000 euros, alors qu'on parle de 180 000 euros. Oui, qu'est-ce que j'ai dit, Gad Elmaleh? Arthur, non, alors j'ai dit Arthur, j'ai dit Gad Elmaleh, pardon. J'ai dit Gad Elmaleh, pardon, parce que, et après je veux revenir sur Arthur, excusez-moi, parce que hier, voilà, c'est Gad Elmaleh qui a 80 000 euros, et hier, Patrick Cohen a fait un éditorial donc, en stigmatisant Gad Elmaleh, mais aussi Arthur, qui a monté une société au Luxembourg et qui a investi dans une société qui a gagné beaucoup d'argent et qui n'a pas payé d'impôts, qui a gagné, je crois, 8 millions d'euros. Et donc, je me dis, mais que faire face à ça? Parce que quand le message antisémite, enfin, je dirais, pas le message antisémite, le message qui incite à la haine vient d'un juif, on dit, mais attendez, il est juif, on peut quand même pas. Voilà. Donc, que faire? Comment expliquer ça? Comment stopper ça? Sur cette question. Donc, à vrai dire, j'essaye de me tenir à un rôle que je connais, qui n'est pas celui de conseiller du prince et qui n'est pas celui de prescripteur. J'essaye de décrire des phénomènes. Je pense qu'un certain nombre des choses que tu as décrites sont justes. Je pense par exemple au fait que le héros... il me semble que dans ce supermarché, il y avait deux héros. Il y avait celui qui a permis à des gens qui se trouvaient à la cave d'échapper, et il y a celui qui est la seule personne, à ma connaissance, à avoir résisté. Et que celui qui a résisté, qui était pour moi, si le mot héros a un sens, celui qui résiste, c'est le héros. C'est celui qui a le courage de dire « non, je n'accepte pas ce que tu fais et je vais te combattre ». Et il me semble intéressant que ce héros n'ait pas été très célébré. Donc, à l'intérieur de ces descriptions, je suis entièrement d'accord. Maintenant, les conseils à donner, je ne suis pas compétent. Mais tu es un homme politique, donc ça relève plutôt de ta compétence. Oui. Deux éléments sur lesquels je pense que vous n'avez pas mis beaucoup d'accent, c'est la sémantique et la dramatisation dans l'information. Donc c'est des éléments très importants pour le descriptif de certaines scènes, et la sémantique, elle est porteuse elle-même parfois de l'antisémitisme lui-même. Et la langue française est très riche à cet égard. Là, je pense que les deux sont extrêmement importants. Et en fait, j'essaie de développer un modèle qui montre que ce que nous appelons les nouvelles est un théâtre. Et que très souvent, ce théâtre obéit à des lois du théâtre, que parfois c'est très proche de ce qu'on appelle le bunraku, c'est le théâtre de marionnettes japonais. Et donc j'essaie de décrire précisément ce. Donc je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que mais ça me paraît très important. Quant à la sémantique, j'en ai énormément parlé et je me souviens avoir été très très violemment accusé d'exagérer sur l'importance des mots. Je sais que par exemple j'ai eu droit à une page entière d'insultes sur Haaretz parce que j'avais fait des analyses sémantiques et que ces analyses sémantiques étaient supposées être parfaitement impertinentes et superflues. Donc à nouveau, je suis d'accord sur l'importance des sémantiques et je pense qu'il est très intéressant de voir comment est-ce qu'un événement est nommé. Et qu'un événement, lorsqu'on donne un nom à un événement, le nom qu'on donne à un événement, c'est une prophétie autoréalisatrice.
Par exemple, il existe certaines formes de nomination qui sont des formes de nomination par des mots, mais il existe aussi des nominations visuelles, des nominations iconiques. Je pense par exemple à la façon dont, à une photographie, qui est une photographie très célèbre, de Robert Capa, qui représente un soldat républicain en train de tomber pendant la guerre d'Espagne. Et ce soldat républicain porte un vêtement blanc, un vêtement de couleur claire, et il danse. Il est en train de mourir, mais il est aussi en train de danser. Et il meurt en dansant, et il meurt en tendant le bras vers le photographe. Maintenant, ce qui me frappe, c'est que si vous connaissez l'histoire de la peinture, il y a un siècle avant, un tableau de Goya qui s'appelle El 3 de Mayo, où on voit le même personnage vêtu de blanc qui est en train de mourir et qui lui aussi tend le bras en direction. Tout se passe comme si Robert Capa avait décidé d'inscrire sa photographie à l'intérieur d'une sorte d'histoire de l'Espagne insurrectionnelle. Et donc, cette ressemblance visuelle est une forme de nomination. C'est aussi de la sémantique. Et je pense que c'est très important de voir comment ces processus de nomination se font. Merci infiniment pour cet exposé absolument passionnant. Il est rare d'apprendre autant en si peu de temps. Justement, j'ai une petite frustration. Vous avez parlé de 4 opérations, la mise en visibilité, la stigmatisation délibérée, et si j'ai été attentif, je n'ai pas entendu les 2 autres. Enfin, peut-être que vous ne les avez pas dit tout à l'heure, je ne les ai pas entendus. La question que je vais poser, c'est sur la mise en visibilité. Quels sont les acteurs de cette mise en visibilité? Est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité même des pouvoirs publics, en particulier depuis les années 80, dans justement la mise en visibilité des Juifs de France, non pas des Juifs français? L'expression communauté a été souvent utilisée. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité également des institutions juives, ou une certaine d'entre elles, dans cette mise en visibilité? Quels sont les autres acteurs que vous voyez? Oui, d'une part, donc il y a 2 questions. La première question, c'est qu'il manquait une opération. Oui, en tout cas, je suis capable de répondre pour une, parce que j'ai oublié l'autre. L'opération qui manque, c'est la création de maîtres à penser. C'est comment est-ce que l'on va fabriquer des autorités, comment, par exemple, on va décider que Tariq Ramadan est un philosophe et qu'il est professeur à l'Université de Genève. Il se trouve que j'étais professeur à l'Université de Genève et il n'y était pas. C'était pas vrai. Comment est-ce qu'on présente Thierry Meyssan? Comment est-ce que l'on va donner aux États-Unis, le même phénomène se passe avec un philosophe qui s'appelle Zizek, qui est fabriqué de façon systématique. Et donc c'est très intéressant de voir ces processus de légitimation, et de légitimation qui n'impliquent pas nécessairement la lecture. De la même façon, il existe des processus de délégitimation. J'ai parlé tout à l'heure de Samuel Huntington. Je me demande combien de personnes ont lu son livre au-delà de la page 3. Et combien de personnes savent que le livre qui s'appelle « Le choc des civilisations » se termine sur un chapitre qui s'appelle « Comment éviter le choc des civilisations ». On lui attribue des positions qui n'ont rien à voir avec ses positions, et on lui attribue un domaine qui n'est qu'une partie du domaine qu'il traite, puisqu'il parle de 5 ou de 6 civilisations et pas de 2. Okay. Donc c'est intéressant, ça c'est pour la première partie, la question des techniques. Maintenant, vous avez posé une seconde question, la visibilité. Je pense que la question de la visibilité se pose de plusieurs façons, mais je pense qu'essentiellement, je dirais qu'il y a 2 sortes de visibilité. Il existe une visibilité qui est exactement ce que décrit Hannah Arendt lorsqu'elle décrit la construction du politique. Elle dit que le politique se construit par le fait que j'apparaisse en public face à d'autres qui apparaissent en public en adoptant une certaine position. Donc c'est mon apparaître, c'est ma décision sur ma visibilité, et cet apparaître en public est une façon de me commettre. Okay? Je construis la réalité politique en apparaissant en public. Il existe une dimension théâtrale de la politique, et cette dimension théâtrale n'est pas accidentelle. Okay? Donc ça, c'est une forme de visibilité, et cette forme de visibilité, on pourrait dire que, par exemple, le CRIF en est capable, à tort ou à raison. Il s'agit d'un apparaître en public, dans un certain rôle, et ce rôle est évidemment de la décision de la personne qui apparaît.
Maintenant, il existe une autre forme de visibilité, c'est la visibilité que l'on vous impose. Et à nouveau, je citerai mon maître à distance qui s'appelle Erving Goffman, qui dit que tout être humain dispose de deux régions, la région façade et la région coulisses. Nous avons tous le droit à une région coulisses, et la région coulisses n'est supprimée que dans certains cas très graves, c'est-à-dire les gens dans les hôpitaux n'ont pas droit à une coulisse, les fous n'ont pas droit à une coulisse, et les prisonniers sont soumis au supplice du panopticon. Okay? Donc il me semble que ce qui est très intéressant, c'est que les médias sont capables d'envahir la région coulisse de qui que ce soit. J'ai pris par exemple la situation de M. Sarkozy, dont on disait qu'il était exhibitionniste à l'époque où il était président. C'était supposé être un président exhibitionniste, sans arrêt, une sorte d'hystérique qui ne cessait de s'exhiber. Et voici une photo qui représente le président Sarkozy. Il rencontre le président Obama et ils sont côte à côte. Donc ils sont photographiés côte à côte. Ils sont photographiés côte à côte, sauf que M. Sarkozy est juché sur un seau, parce qu'il est trop petit pour être à la même hauteur que Obama. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une cérémonie officielle et que la photo qui est publiée est une photo qui est prise de dos. On ne peut pas dire que M. Sarkozy ait offert ses fesses à l'objectif. Si hystérique qu'il soit, ce n'est pas lui qui a pris la décision de cette photo. Il s'agissait d'une intrusion dans sa coulisse. Et donc c'est très intéressant de voir comment est-ce que se construit la visibilité. La visibilité se construit soit à partir des propositions que je donne moi-même en apparaissant au public, et il est évident que même lorsque j'apparais en public, les médias ont le pouvoir de transformer mon apparition en une autre apparition. Par exemple, un terroriste. À l'époque où j'ai écrit mon livre sur la terreur spectacle, il existait toutes sortes de spectacles terroristes, puisque c'est ça ma thèse, c'est que le terrorisme est un genre télévisuel. Et qu'à partir des années 60, on voit le terrorisme évoluer comme genre télévisuel, qui est très proche de la télé-réalité, mais c'est un genre télévisuel, et ce genre télévisuel impliquait des performances de la part des terroristes qui se présentaient d'une certaine façon. Mais ce n'est pas parce qu'ils se présentent d'une certaine façon que les médias occidentaux vont les montrer de la façon dont ils se présentent. C'est ce qui a amené les terroristes, à un moment donné, à décider de fabriquer leurs propres vidéos, parce qu'à ce moment-là, ils avaient le contrôle de la façon, ou ils avaient en tout cas un plus grand contrôle de la façon dont ils seraient montrés. Donc je pense que tout ceci renvoie à tout un espace qui est peut-être exactement mon sujet. C'est sur ça que je travaille, et c'est une anthropologie du montré. J'appelle ça la monstration. C'est pas moi qui ai inventé le mot, mais c'est très intéressant d'essayer de comprendre en quoi une anthropologie de la monstration permet de comprendre ce que font les médias. J'espère que j'ai répondu. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ces innovations, à des discussions, à des pensées qu'on a abordées. Je crois que c'est extrêmement riche aussi pour les séminaires qui suivent. Comme Paul a dit, il y a plusieurs sujets qu'on doit explorer encore plus profondément. On peut continuer maintenant les discussions dans un cadre un peu plus informel. Jusqu'en face, il y aura un petit verre d'amitié. Et j'espère que vous pouvez continuer les discussions aussi dans les séminaires qui suivent. Merci beaucoup. Bonne soirée.